Le Congo-Brazzaville, plombé par une dette colossale, le Fonds monétaire international a confirmé que le pays lui avait caché une partie de sa dette publique. Elle s'élèverait à 120% de son PIB au lieu des 77% annoncés en mars par les autorités. Alors comment le pays s'est-il retrouvé avec un tel niveau d'endettement? Quelles seront les conséquences sur les négociations avec le FMI? Pour en parler ce soir, Malik Diawara, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable éditorial au Point Afrique. Expliquez-nous un peu dans quelle situation économique se trouve le pays. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà au niveau de la croissance du Congo est une croissance négative, moins 1,9%. Déjà ça. La deuxième chose, c'est qu'au niveau des ressources financières, bien sûr, du fait des problèmes rencontrés avec les prix du pétrole, le Congo a moins de rentrées d'argent. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, puisqu'il y a moins de rentrées d'argent, ça veut dire qu'il y a un impact au niveau du budget. C'est-à-dire au niveau du budget pour les dépenses, mais aussi au niveau du budget pour les investissements. La troisième chose, c'est que au-delà de cette dimension, le pays est obligé, naturellement, comme toute personne, d'aller chercher de l'argent. Donc, d'aller s'endetter. Alors, au départ, on s'endette auprès de qui peut, parce que, naturellement, le pays a une image, je dirais, positive, entre guillemets, d'un pays producteur de pétrole. Mais arrivé à un certain moment, les choses se bloquent et c'est là qu'entrent en ligne de compte les grands organismes comme le FMI, comme la Banque mondiale, parce que naturellement, on se rend compte qu'il y a un petit souci quand même et que le pays n'a plus vraiment les moyens de faire sa politique dans tous les domaines. Mais là, on parle d'un niveau de dette colossal. Ben oui, on parle d'un niveau de dette colossal, mais c'est normal, parce que quand on a des ressources aussi importantes à partir du pétrole et qu'on ne fait pas de diversification, et qu'on ne prend pas les mesures nécessaires pour pouvoir développer les services publics, pour accompagner les entreprises, parce que quand on dit dette colossale, à mon avis, il faut penser à la dette extérieure, mais il y a aussi la dette intérieure. Parce que l'élément le plus contradictoire au Congo, comme dans beaucoup de pays africains, c'est qu'on se retrouve dans la situation où, d'un côté, l'État explique qu'il faut créer des richesses, donc accompagner la création d'entreprises, etc. Mais de l'autre côté, on se rend bien compte que tout est fait pour que, justement, cela ne puisse pas avoir lieu. Puisque aujourd'hui, par exemple, un pays comme le Congo, pour s'en sortir, est obligé de développer, je dirais, sa stratégie fiscale, c'est-à-dire comment trouver de l'argent, comment récupérer l'argent, etc. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, on ne le sait peut-être pas souvent, c'est que les chefs d'entreprise africains créent leur entreprise, se battent, mais quelquefois ont comme client l'État qui ne les paye pas. Donc ça, c'est certainement ce qui avait échappé un peu quelque part à tous les observateurs, parce que souvent, quand on pense à la dette des pays africains, on pense surtout à la dette extérieure, mais alors la dette intérieure, demandez aux responsables d'entreprise, ils peuvent vous en parler. Alors, face à cette situation, le président Denis Sassou Nguesso s'est retrouvé contraint d'accepter un programme d'aide et de réforme chapeauté par le FMI. Cette dette cachée, on l'imagine, va avoir d'énormes conséquences sur les négociations. Ah, mais ça aura d'énormes conséquences, parce que d'abord, du point de vue, je dirais, de la sincérité de ces chiffres, naturellement, le FMI va aller fouiller. Ça, c'est déjà une chose. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle spécialement pour le pouvoir. C'est vraiment pas une bonne nouvelle. La deuxième chose, c'est quand même quelque part une bonne nouvelle, mais pour le pays cette fois-ci, puisque du fait de l'implication du Fonds monétaire international, naturellement, il y a un travail de transparence qui va être mis en place. Alors, naturellement, le Congo a essayé d'anticiper un peu tout ça en votant, par exemple, en 2016, une loi sur la transparence, mais bon, 2016, c'est juste l'année dernière. Ça veut dire que le pays était déjà dans la nasse et donc les choses étaient vraiment compliquées. Et le fait de se retrouver comme ça avec un niveau si élevé, parce que, attention, même en annonçant 77% du PIB, le Congo était déjà au-delà du seuil fixé au sein de la CEMAC, qui est le seuil de convergence, donc de 60%. Doit donc s'attendre à des coupes budgétaires. Ah, mais ça, c'est classique. Inévitable. Maintenant, le Congo se retrouve presque dans la situation dans laquelle, finalement, les pays africains étaient au début des années 90 avec les plans d'ajustement structurel. Naturellement, ça veut dire qu'on va couper tout ce qui est social, on va pas investir, naturellement. On va d'abord s'occuper de payer les dettes. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, selon les chiffres donnés par Unicongo, donc le patronat, il y a quelque chose comme 16 000 personnes qui ont déjà perdu leur travail, ce qui est déjà énorme. La deuxième chose, c'est que dans le secteur minier, 70%
du personnel est licencié. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver dans une situation où, alors que sur le plan financier c'est compliqué et sur le plan social ça va être une explosion énorme parce qu'en plus avec tous les mécontentements liés notamment aux élections etc. on voit bien que c'est compliqué. Merci à vous Malik Diawara pour votre décryptage. Merci.